La dernière fois qu'on a parlé, il n'y avait pas de guerre au Moyen-Orient. En ce moment, il y a une guerre. Et on a une sorte de cessez-le-feu. Mais la guerre continue quand même. Je pense que c'est bien de prendre un peu de recul et de regarder ce qui s'est passé jusqu'ici. On a eu la guerre de 12 jours, puis cette année, le 28 février, on a eu la deuxième phase du conflit. Et voici ce que J.D. Vance avait dit avant la guerre, avant la première phase, qui a eu lieu en juin 2025. Et la façon dont il présentait les choses, il faisait entrer, vous savez, l'Inde et Daesh dans ce conflit. Voilà ce qu'il avait déclaré. Je comprends l'inquiétude des Américains, fatigués après 25 ans d'implication à l'étranger, surtout au Moyen-Orient. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, on avait des présidents incompétents. Aujourd'hui, on a un président qui sait vraiment comment atteindre les objectifs de sécurité nationale des États-Unis. Donc ça ne va pas être une opération longue et interminable. Nous sommes intervenus, nous avons réussi à freiner leur programme nucléaire et maintenant, nous allons travailler à le démanteler définitivement dans les années à venir. C'est exactement ce que le président s'est engagé à faire. Principe simple. L'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. C'est ce qui a guidé la politique américaine au cours des 130 derniers jours. Et ça va continuer à être un moteur essentiel de notre politique au Moyen-Orient pour les 3 ans et demi à venir. Oui, pour revenir à aujourd'hui. Hier, on a appris qu'à cause des conséquences de la guerre, il semblerait qu'il y ait des discussions en cours au sein de l'armée. C'est pour ça qu'on a vu le secrétaire à la marine être limogé par Pete Hegseth. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle? Donald Trump, je pense, s'est un peu piégé lui-même au Moyen-Orient. Quelle est votre lecture de tout ça? Oui, vous avez tout à fait raison. Comme l'a expliqué le docteur Robert Pape, la guerre contre l'Iran est un piège d'escalade mis en place par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, essentiellement pour pousser Trump et les États-Unis à mener la guerre d'Israël contre l'Iran au détriment de la sécurité nationale américaine et au détriment aussi de notre sécurité économique. Ce blocus, la guerre n'est pas terminée. Le blocus continue sans qu'on voie la fin, et cela va provoquer une récession à la fois aux États-Unis et dans le monde. Malheureusement, la plupart des pays vont en subir les conséquences de manière très négative. Il va y avoir des pénuries. Évidemment, les prix de l'essence augmentent. Le kérosène est en très forte pénurie, surtout en Europe, mais aussi en Asie de l'Est, en Corée du Sud, au Japon et dans d'autres pays de ce type. Bref, cela a provoqué bordbessing. Le président Trump, vous savez, il avait un plan. Il avait une stratégie de sécurité nationale qui consistait à nous retirer d'Europe et du Moyen-Orient pour se concentrer sur l'hémisphère occidental. L'idée, c'était d'assurer la sécurité de nos alliés dans cette région, tout en consolidant la domination américaine en Amérique du Nord, peut-être avec davantage de forces militaires américaines au Groenland. Il voulait aussi faire pression sur les régimes communistes à Cuba et au Venezuela, qui restent, pour l'instant, largement intouchés. Et bien sûr, il mettait la priorité sur le commerce et sur l'économie américaine. Mais cette guerre a complètement fait s'effondrer sa grande stratégie de sécurité nationale et sa politique commerciale America First. Tous les progrès économiques qu'il avait réussi à obtenir pendant, je ne sais pas, ces 15 ou 16 premiers mois, enfin disons 13 mois de mandat, ont été annulés. Et la situation est aujourd'hui bien pire. Les prix de l'essence ont augmenté, je dirais, d'environ 33 à 40%. Et ça peut encore empirer, parce qu'il faudrait, disons, au moins 6 mois, rien que pour déminer le détroit d'Ormuz. Évidemment, il n'y a pas de solution militaire pour que les États-Unis reprennent le contrôle.
D'ailleurs, on n'a jamais vraiment contrôlé le détroit d'Ormuz. Mais au moins, les États-Unis pouvaient garantir qu'il restait une voie maritime internationale libre. Et ce ne sera plus le cas, parce que l'Iran l'a rebaptisé le détroit de Perse. Il est maintenant, en pratique, sous le contrôle naval des gardiens de la Révolution. Et on ne peut rien y faire, à moins d'accorder à l'Iran, dans un accord de paix, des concessions majeures qu'il jugerait suffisantes pour permettre à nouveau la libre circulation. David, quelle est la porte de sortie? Tu as évoqué la situation dans laquelle se trouve Donald Trump en ce moment. Beaucoup de gens disent que la solution la plus simple, ce serait tout simplement de quitter la région, quitter l'Irak, quitter l'Afghanistan, bref, partir. Et les pays qui utilisent le détroit d'Ormuz, eux viendraient discuter avec les Iraniens et finiraient par trouver leur propre solution, leur sorte d'accord. Mais Donald Trump, d'une certaine manière, tu t'en souviens, quand cette guerre a commencé, tout tournait autour du changement de régime. Ce n'était pas seulement parce que Donald Trump, lui, en était arrivé à cette conclusion. Parce que Benjamin Netanyahou, comme l'a rapporté le New York Times, avait fourni à Donald Trump et à son administration des informations selon lesquelles il suffisait d'y aller, d'attaquer le régime, de tuer le guide suprême avec le commandant, et que le régime s'effondrerait, et que le peuple sortirait dans la rue, tout ça. Aujourd'hui, Donald Trump publie quelque chose du même genre. Il dit qu'il y a une fracture au sein de la direction iranienne. Certains voudraient discuter avec nous, conclure un accord. D'autres ne veulent pas d'accord. Et il ajoute, « Allons tuer les méchants en Iran ». On voit bien ce type de théorie du complot, cette façon de penser complètement déconnectée de la réalité. Est-ce que ça va aider les États-Unis? Est-ce que ça va aider Donald Trump et son administration? Non, c'est un comportement méprisable et déshonorant, même de simplement menacer de telles attaques. Évidemment, nous avons assassiné 50 dirigeants iraniens, ainsi que des membres de la première famille, la famille du guide suprême, à la fois Ali Khamenei et Mojtaba Khamenei, l'actuel guide suprême. Et vous savez, des femmes et des enfants aussi. Les États-Unis, et je suppose qu'Israël en était l'auteur, mais avec le plein soutien américain, ont assassiné ces dirigeants. Et c'était une attaque surprise, sans provocation. Je veux dire, l'Iran, en gros, s'occupait de ses propres affaires. Oui, il avait mené par l'intermédiaire de ses groupes alliés des actions qui ont tué et blessé quelques personnes. 3 soldats américains, je crois, c'était en 2023, si je ne me trompe pas. Je pense que c'était en réaction à ce qu'Israël faisait à Gaza. Évidemment, le génocide. Au départ, c'était une guerre juste. Mais ensuite, Israël a décidé d'en faire une guerre d'agression, en détruisant 92% des habitations de Gaza, sous prétexte que 1,7% des habitants, ceux qui étaient membres du Hamas, s'y cachaient. Franchement, c'était absurde. Et oui, tout ça s'est révélé désastreux. C'est un désastre pour les États-Unis à tous les niveaux. Militairement, ça nous a affaiblis, économiquement, politiquement aussi. Et ça va continuer à être catastrophique. Les républicains vont perdre les 2 chambres du Congrès, Trump va être destitué, il y a même une petite chance qu'il soit réellement écarté du pouvoir. Mais au fond, vous savez, l'Iran, on ne cesse de dire que l'Iran c'est un cas à part, que leur régime islamiste est différent, que ce sont des terroristes, qu'on ne peut pas discuter avec eux. Ils ne comprennent que la force. En réalité, c'est tout le contraire. Les États-Unis et Israël, je ne dis pas que nous sommes des régimes terroristes, mais nous pratiquons le terrorisme d'État contre d'autres pays. Tuer leurs dirigeants sans raison, sans provocation, c'est un acte de terreur soutenu par l'État. Et beaucoup d'Américains ne le comprennent pas. Je crois qu'aux États-Unis, on a cette idée que la vie des civils musulmans, ou même des dirigeants islamiques, n'a pas de valeur. On est conditionné en tant que citoyen américain par notre gouvernement et notre système éducatif
à applaudir ce genre d'action. Et je trouve ça tout simplement ignoble. J'ai abandonné mon soutien au président Trump. Je l'ai soutenu pendant presque 10 ans, mais depuis qu'il a lancé cette guerre, je ne le soutiens plus. Honnêtement, c'est une période vraiment triste pour être américain. Oui, regardez le Moyen-Orient aujourd'hui. Qu'est-ce que vous apporteriez? Quelle est, selon vous, la différence quand on parle du Golfe Persique aujourd'hui? Vous avez mentionné le détroit d'Ormuz. Comment décririez-vous les différences entre la situation avant le début de cette guerre et celle d'aujourd'hui, en tenant compte du Golfe Persique, des pays du CCG, de l'Iran et de la région dans son ensemble? Eh bien, les États-Unis ont longtemps été perçus comme une source de stabilité et de sécurité pour les pays du Golfe. Les Émirats arabes unis, Oman, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et d'autres encore. Mais ce n'est plus le cas. Ils l'ont découvert à leurs dépens quand ils ont vu que nous avions déclenché cette guerre d'agression non provoquée contre l'Iran. En réponse, l'Iran a riposté en attaquant nos bases. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi visé des cibles gouvernementales et énergétiques dans ces pays pour leur faire comprendre que les États-Unis ne sont pas l'hégémon régional du Golfe Persique, mais que c'est la République islamique d'Iran qui l'est. Et la réaction américaine n'a pas été d'augmenter nos défenses antimissiles ou nos effectifs militaires dans ces pays, mais selon moi, de déplacer une grande partie de nos défenses et de nos troupes vers Israël, ou même de les retirer pour montrer que notre parapluie de sécurité était illusoire depuis le départ, ou qu'il l'est devenu. Je pense que ça a montré au monde, et surtout à nos alliés dans la région, que les États-Unis ne sont pas un partenaire fiable pour les défendre et assurer leur sécurité. Et eux, ils veulent que cette guerre se termine. Enfin, je dirais, à part peut-être certains dirigeants saoudiens ou des Émirats arabes unis, la plupart veulent que ça s'arrête le plus vite possible. Ensuite, comme vous l'avez dit, ils vont chercher à conclure un accord avec les dirigeants iraniens pour coopérer, pour rassurer l'Iran sur le fait qu'ils ne sont pas des ennemis, qu'ils ne vont pas s'aligner militairement avec les États-Unis. Et évidemment, il n'y a pas un seul pays au monde qui soit venu en aide aux États-Unis, à part Israël, bien sûr, qui est à l'origine de cette guerre. Tous nos alliés de l'OTAN, vous savez, ils n'ont même pas envoyé un simple dragueur de mines, ni un conseiller militaire. Ce qui montre bien que l'alliance de l'OTAN ne s'applique pas en dehors de la région de l'Atlantique Nord, ce qui, bien sûr, est vrai. Mais voilà, Trump a réagi en menaçant de quitter l'OTAN, et moi je pense que ce serait une évolution formidable. S'il y a quelque chose de positif qui pouvait sortir de cette guerre horrible, ce serait que les États-Unis quittent l'OTAN. Ce serait vraiment une très bonne chose. Évidemment, on pourrait se retirer de la guerre en Ukraine. Cette guerre pourrait se terminer très vite. Et ensuite, les États-Unis pourraient redevenir une superpuissance hémisphérique, comme je le défends depuis maintenant 23 ans. Je me souviens que tu avais dit avant l'élection que toi, Vivek Ramaswamy, tu avais ensuite rejoint Donald Trump et tu l'as mentionné plusieurs fois dans ce podcast. Mais David, on a eu John Kerry qui parlait de ce qui s'est passé dans l'affaire Netanyahou. Il a littéralement dit que chaque administration avait reçu cette proposition de Benjamin Netanyahou. Il voulait cette guerre depuis très longtemps. Alors, est-ce que, selon toi, le seul à avoir décidé de partir en guerre, c'est Donald Trump? Pourquoi? Quel était le problème? Et comment a-t-il réussi à convaincre Donald Trump et son administration d'entrer dans cette guerre? Oui, ces rapports sont tout à fait exacts. Depuis l'époque de l'administration de George W. Bush, Netanyahou est allé à la Maison-Blanche pour tenter de vendre ce genre d'opération. En réalité, tout ce qu'il demandait, c'était les codes d'identification amis ou ennemis
pour que leurs avions puissent survoler la Jordanie et l'Irak sans être abattus. Et Bush, Obama et Biden ont tous refusé d'accorder cette autorisation, qui aurait permis à Israël, en pratique, de lancer une guerre d'agression contre l'Iran. Le seul à avoir été assez imprudent pour l'approuver, c'est Trump. Et il l'a fait alors même que depuis 20 ans, les États-Unis mènent des simulations de guerre qui montrent que dans un conflit entre les États-Unis et l'Iran ne peut pas être vaincu. Moi, j'appellerais ça une défaite américaine. En somme, on savait très bien qu'une telle guerre serait impossible à gagner. Et comme l'a écrit le New York Times, il y a eu, tu sais, des discussions très tendues et chaotiques au sein du gouvernement et du Conseil de sécurité nationale. En gros, tout le monde disait que ça allait être un mauvais accord, que ce ne serait sans doute pas gagnable. Les seuls à dire que c'était jouable, évidemment, c'étaient Hanks, Seth et Trump. Et tu sais, Netanyahou aussi, et ce sont leurs voix qui ont fini par l'emporter. Mais J.D. Vance, lui, a vraiment fait un excellent travail pour essayer de dissuader le président de faire ça, de passer à l'action et d'entrer en guerre avec l'Iran. Une guerre impériale d'agression, inutile, une guerre régionale, une guerre entre grandes puissances, la première à laquelle les États-Unis participent depuis la guerre de Corée, et qui risquait sérieusement de dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Heureusement, avec le cessez-le-feu, Trump semble s'être lassé de cette guerre, en voyant qu'elle ne pouvait pas être gagnée. Il n'arrive pas à faire à l'Iran ce qu'il veut, alors il va opter pour le cessez-le-feu. Il l'a prolongé indéfiniment il y a 2 jours. Bien sûr, il pourrait changer d'avis du jour au lendemain. Il était connu pour ça. Mais d'après d'autres articles, notamment un du Wall Street Journal, il aurait agi par peur. Dès qu'on a eu ce pilote de l'armée de l'air, un colonel officier en armement sur un F-15E, abattu par la défense aérienne iranienne, il a dit « Il faut le récupérer, parce que je crains que ça fasse chuter mes sondages. » Bon, ces sondages sont déjà au plus bas, mais je pense qu'il a compris la leçon. Il ne faut surtout pas lancer une invasion terrestre de l'Iran. Ce serait catastrophique pour nous. Je pense que Benjamin Netanyahou a fini par en arriver là, parce que, comme on en a déjà parlé, il voulait cette guerre. D'après vous, quel a été le résultat de cette guerre jusqu'à présent pour Israël? Israël, c'est différent. Il pense autrement. Il ne voit pas les choses de la même façon, même avec la guerre en Iran. Je dirais que l'agenda des Israéliens était complètement différent de celui de l'administration Trump. Mais si on prend en compte leur propre agenda, leur manière de concevoir cette guerre contre l'Iran, qu'est-ce qu'ils ont accompli jusqu'ici? Eh bien, pour Netanyahou, vous avez raison. Leurs intérêts sont très différents de ceux des États-Unis. Ils ne se soucient pas que le détroit d'Ormuz soit fermé. Ils ne tirent quasiment pas, voire pas du tout, de pétrole du Golfe Persique. Donc l'objectif de Netanyahou est très clair depuis une vingtaine, peut-être 25 ans. Son programme, c'est la domination israélienne sur toute la région du Moyen-Orient, à l'exception, en gros, du Pakistan. Alors, l'Iran est vraiment devenu la cible, après qu'il a réussi à obtenir l'aide des États-Unis pour renverser le régime d'Assad en Syrie. Un régime qui, selon moi, était bien plus favorable que celui dirigé par les anciens d'Al-Qaïda qu'on a aujourd'hui en Syrie. Et ensuite, il a affaibli, enfin en réalité, le Hamas n'a pas été tellement affaibli. En fait, ils ont gagné beaucoup plus de miliciens depuis qu'Israël a lancé cette guerre. Ça a été une défaite majeure pour Israël avec à peu près autant de pertes des 2 côtés. Le Hamas est passé, je crois, de 25 ou 32 000 combattants à environ 40 000. Donc ils ont en réalité été renforcés par cette guerre. En revanche, le Hezbollah a été partiellement affaibli. Donc il y a eu quelques succès limités au Liban. Bien sûr, cette guerre faisait encore rage il y a à peine une semaine et elle pourrait reprendre à tout moment. Mais je pense qu'en fait, l'Iran,
ou plutôt Israël, estime que la guerre contre l'Iran a permis. Les services de renseignement américains rapportent que 50% des lanceurs de missiles iraniens ont été détruits, un tiers de sa force aérienne et 40% de sa marine. Plus précisément, je pense que la marine des gardiens de la Révolution a été détruite ou mise hors vice. Il y a donc eu certains succès sur le plan militaire. C'est sûr, l'économie iranienne a été gravement touchée. Leur système financier, la valeur de leur monnaie, tout ça a beaucoup chuté. Je pense que ça pourrait se redresser assez vite une fois la guerre terminée et le blocus levé. Mais il y a quand même eu un affaiblissement important de ce côté-là. En revanche, sur le plan stratégique, l'Iran s'est considérablement renforcé parce qu'il est désormais l'hégémon régional du Golfe. Et il faut que tout le monde le reconnaisse. Les États-Unis doivent le reconnaître, en fait. La marine américaine s'est révélée incapable de contester le contrôle iranien. C'est donc, en quelque sorte, une véritable révolution dans l'équilibre des forces régionales. Vous avez parlé de la politique intérieure. Et on sait que l'administration Trump est allée très très loin en ce qui concerne la guerre avec l'Iran. Avant que la guerre n'éclate, on avait Charlie Kirk pendant la première phase du conflit. Il a tout fait. On se souvient de ce qu'il essayait de dire. Il disait que cette guerre allait être dévastatrice, qu'on n'en avait pas besoin, que les États-Unis n'avaient pas besoin de cette guerre. On sait ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Ensuite, il y a eu Tucker Carlson, Candace Owens, toutes ces personnes, Megyn Kelly, et tous ceux qui soutenaient Donald Trump sans condition. Ils n'ont rien reçu de Donald Trump, je dirais. Ils ont tout fait pour l'aider à se faire élire. Mais au final, qui est le meilleur ami du président des États-Unis? C'est Lindsey Graham. C'est juste incroyable. Peu importe que ce soit Joe Biden à la Maison-Blanche ou Donald Trump, le meilleur ami reste Lindsey Graham. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça va influencer le Parti républicain et son avenir quand on voit la façon dont Donald Trump a, d'une certaine manière, détruit sa propre base? Oui, très bonne question. Alors, vous savez, la coalition MAGA qui a permis à Trump de gagner l'élection était très large. Elle comprenait des démocrates issus des classes populaires, des blancs diplômés, même des noirs et des hispaniques, et en gros, des indépendants et un peu tout le monde. Il a presque remporté le vote des jeunes adultes lors de l'élection de novembre 2024. Et cette coalition, aujourd'hui, a pratiquement disparu. Et comme l'a dit Piers Morgan, on a vraiment l'impression qu'il s'en prend à tout le monde. Il s'en prend aux chrétiens, aux catholiques, il a insulté le pape, il fait comme s'il était Jésus. Il veut qu'on le vénère comme une sorte de petite divinité. Je veux dire, il est devenu complètement, mais alors complètement fou. Il menace carrément d'un génocide nucléaire contre 92 millions de civils iraniens. Et en plus, il prétend agir dans l'intérêt du peuple iranien. Franchement, c'est absurde. Ce n'est pas le dirigeant que nous avons élu. Nous, on a élu un président qui, dans son discours d'investiture, avait promis d'être un président de la paix, un président de la transformation, celui qui mettrait fin aux guerres sans fin de l'Amérique, qui n'en commencerait pas de nouvelles et qui nous éviterait une troisième guerre mondiale. Et à part ce dernier point, il a fait pratiquement l'inverse de tout ce qu'il avait annoncé. Je pense que ça va sérieusement compromettre les chances électorales du Parti républicain. Pas seulement pour les 2 prochaines élections, mais peut-être pour les 3 ou 4 à venir. On pourrait perdre le pouvoir pour une génération. Je suis républicain depuis toujours, et j'ai soutenu Trump pendant des années. Mais là, il m'a complètement perdu. Il pourrait me reconquérir s'il faisait la paix avec l'Iran, levait le blocus, signait un accord acceptable pour l'Iran, retirait les troupes américaines du Moyen-Orient,
coupait l'aide militaire à Israël et mettait fin à la guerre en Ukraine. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la partie sur le Moyen-Orient. Donc oui, je le soutiendrai à nouveau s'il faisait tout ce que je viens de dire. Mais ensuite, en prime, j'aimerais le voir se retirer de l'OTAN, ou au moins de la structure militaire de l'OTAN, et signer un accord de paix bilatéral avec la Russie, puis faire pression sur Zelensky pour qu'il le signe aussi. Mais bon, c'est un long chemin. Je ne pense pas qu'il le fera. Il s'est entouré de néoconservateurs. Apparemment, il prévoit d'écarter Tulsi Gabbard de son poste de directrice du renseignement national d'ici novembre. Et puis, le vice-président J.D. Vance aurait été mis à l'écart des discussions sur la politique. Il n'a pas été autorisé à accompagner Trump lors des frappes contre le Venezuela et l'Iran parce qu'il s'y était opposé. Donc il a mis ses principes avant tout. Je pense qu'il est bien placé pour remporter la nomination, mais Trump a détruit ses chances de gagner l'élection générale de 2028. Trump has destroyed his chances to win the general election in 2028.